Les maladies infectieuses, notamment la COVID-19, perturbent l'environnement dans lequel les enfants grandissent et se développent. Et donc, les mesures appliquées pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 exposent aussi les enfants à des risques pour leur protection. La psychose au coronavirus, quel impact sur le processus de socialisation de l'enfant? On en parle dans Instant COVID-19 de ce jour avec Toy Jérémy Banla, psychologue de l'éducation et de la formation, également directeur du cabinet de psychologie SPID. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le monde vit à l'heure du coronavirus et cela doit forcément avoir des impacts sur les enfants. Quels peuvent être aujourd'hui ces impacts? Ok, merci pour l'opportunité offerte. Et d'abord, il faudrait qu'on sache que la socialisation est un processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société. C'est aussi un processus au cours duquel ou par lequel il intériorise les normes sociales et les valeurs. Également, c'est un processus par lequel il construit son identité psychologique et sociale. Alors, dans le contexte actuel, quels peuvent être les impacts ou bien quel peut être l'impact fondamental sur ces enfants? Alors, vous comprenez très bien que dans ce schéma, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être évoqués. D'abord, le désapprentissage. Il y a fermeture des établissements scolaires, les élèves ne vont plus à l'école, ils ne sont pas habitués à rester sur des périodes aussi importantes pendant l'année académique, à moins que ce soit des vacances. Ouais. Et donc cela pousse, ou bien cela amène les enfants à vivre, disons, certaines réalités pour lesquelles ils n'étaient pas habitués. Donc c'est facile pour eux de vivre une sorte de désapprentissage. Et ce désapprentissage peut conduire à ce que nous appelons le décrochage scolaire. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que dans ce processus, il y a ce qui peut aussi conduire à ce décrochage, c'est que les élèves sont désœuvrés. Habituellement, ils sortent le matin, ils s'habillent bien, on les conduit à l'école, ils apprennent, ils ont des exercices à faire. Maintenant, il n'y a plus un enseignant qui assure son autorité sur ses enfants. Donc, ils n'ont plus de pression, à part celle des seuls parents. Et aussi, un autre impact important est la conduite inappropriée. Étant donné que les parents ne sont pas souvent à la maison, et ces enfants sont laissés à eux-mêmes, ils peuvent se livrer à des conduites inappropriées, entre autres l'expérience, par exemple, de la prise des stupéfiants, de la prise de l'alcool, l'expérience de la sexualité, avec tous les corollaires que nous pouvons connaître de ces pratiques. Et pour finir, je vais ajouter que l'individu est un être qui n'aime pas trop la sédentarisation. Vous allez vous rendre compte que, comme il n'aime pas trop la sédentarisation, il peut vivre certaines perturbations psychologiques liées au fait qu'il est désormais dans un enclos auquel il n'était pas habitué. Donc, nous pouvons nous résumer sur ces différents aspects ainsi, par rapport à l'impact. Vous avez parlé de peut-être l'absence des parents qui pourrait amener l'enfant à changer de comportement. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la crise liée au coronavirus, les parents sont plus à la maison. Est-ce que cela aura un changement? Oui, sous d'autres cieux, les parents sont beaucoup plus présents à la maison. Et même chez nous, puisque certains pays sont en mode confinement, on va dire. Aujourd'hui, quand on prend le Togo par exemple, il y a certains services qui ne sont pas ouverts. Oui, cela peut avoir des changements. Et on peut voir ça sous deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Dans un climat où les enfants sont déjà habitués à leurs parents, ils aiment vivre avec leurs parents, ils aiment s'amuser avec leurs parents, ils sont contents d'avoir les parents beaucoup plus fréquents
de façon plus fréquente avec eux. Mais déjà, sous le plan négatif, les parents auxquels les enfants n'étaient pas habitués, les enfants vont être très, disons, ils vont très mal vivre cela. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des parents, quand ils arrivent, quand on entend le bruit de leur voiture ou de leur moto, les enfants qui étaient au salon ou bien dans la cour, chacun se lève, au lieu d'aller prendre le sac à papa ou à maman, chacun se lève, il cherche la porte de sa chambre. Parce qu'il ne veut pas rencontrer le papa ou bien la maman qui vient le saouler avec des ordres auxquels il ne voudrait pas entendre. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Il y a deux aspects. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas où c'est négatif? Puisque nous discutons pour proposer en même temps des solutions. Dans le cas où c'est négatif, c'est important que le parent, ayant constaté que les enfants sont loin de lui, il faudrait que c'est lui qui est le meneur, c'est lui qui est le capitaine à bord de ce navire, qui est la cellule familiale, c'est lui qui doit les conduire progressivement par des approches beaucoup plus améliorées, notamment la communication. Donc, il doit développer suffisamment la communication avec ses enfants pour pouvoir leur arracher plutôt la confiance et instaurer maintenant un bon climat à la maison qui puisse rassurer chacun d'eux. Et pour l'enfant, comment un enfant doit se comporter en cette période de pandémie? Bien. Il y a des enfants selon des âges. Quand nous prenons les enfants qui ont déjà un niveau acceptable, ce que nous recommandons... C'est-à-dire un niveau acceptable, moins de 10 ans, plus de 10 ans. J'ai même mal utilisé le mot acceptable. Voilà, allez-y. Le mot n'est pas approprié. Toutes mes excuses pour les auditeurs ou ceux qui nous suivent. Alors, je voudrais dire que les enfants qui sont un peu plus... qui ne sont pas trop jeunes, par exemple ceux qui sont en début de leur adolescence, eux, ils doivent beaucoup lire en ce moment. Il faut la lecture. Parce que la lecture est la clé de toute réussite. Quand tu lis, tu découvres le monde. C'est le moment où ceux qui n'étaient pas habitués à la lecture, ou bien ceux qui n'avaient pas le temps pour la lecture, ils doivent maintenant apprendre à lire, trouver le goût pour la lecture. Parce que quand on lit, on s'enrichit. La richesse n'est pas que matérielle. La plus importante des richesses est d'ordre intellectuel. Et on peut trouver ça où? C'est à travers les lectures. C'est à travers les lectures qu'on peut trouver les modèles. C'est à travers la lecture qu'on peut trouver les personnes qu'on veut ressembler. Nos mentors, nos modèles, c'est difficile dans nos pays de trouver les modèles. Quand nous prenons le cas de notre pays, c'est très difficile de trouver les modèles. Mais à travers les lectures, on peut trouver suffisamment de modèles. Et en trouvant ces modèles-là, nous allons chercher à les imiter d'une certaine manière en reconnaissant notre chemin. On ne va pas vivre comme eux, mais nous allons découvrir comment eux ils ont fait pour surmonter les épreuves. Et maintenant, adapter notre vie et dans une dynamique qui va nous permettre de pouvoir surmonter les épreuves qui sont les nôtres et réussir comme nos mentors ou nos modèles. Et là, vous parlez des enfants qui ont l'âge de l'adolescence, mais des enfants, par exemple, qui n'ont pas cet âge-là, je vais parler des enfants de moins de 10 ans, un enfant de 5 ans. Comment l'enfant de 5 ans ou de 10 ans peut se comporter en cette période? La responsabilité est en ce moment beaucoup plus importante pour les éducateurs, qui sont les parents, les premiers responsables, ou bien les responsables. À la maison, ce sont les parents. C'est les parents qui doivent discuter avec leurs enfants, qui doivent leur donner des activités à faire et savoir que quand on surcharge un enfant d'activités, il s'ennuie. Donc, il faut que ce soit des activités qui vont prendre une allure beaucoup plus ludique, que l'enfant trouve le plaisir de jouer en apprenant. Et ceux qui ont, par exemple, un peu plus de moyens et que les enfants ont accès aux outils informatiques, donc, ils peuvent leur donner un certain nombre d'activités où ils sont en train de jouer sur leur ordinateur ou leur donner certains jeux à faire ou bien certaines activités. Il faudrait leur donner à faire, mais dans un contexte beaucoup plus ludique.
et aussi chercher à être souvent présent à côté de ses enfants. Alors, vous avez parlé des activités ludiques, par exemple les jeux de distraction et autres. Aujourd'hui, avec la COVID-19, il est interdit que les enfants se rassemblent et autres parce qu'il y a eu plusieurs cas d'enfants contaminés au coronavirus. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative aux parents? D'accord. Si les enfants sont de la même famille et qu'ils sont contrôlés, moi je crois qu'on ne peut pas les empêcher de faire des jeux rapprochés parce qu'ils sont toujours dans la même cour. Il vaut mieux contrôler leur sortie que de chercher à mettre les distances entre eux. C'est comme on va me dire de mettre la distance entre mon épouse et moi. Je ne crois pas que cette règle peut être appliquée à ce niveau. Ou bien on vous dira distance entre vous et votre époux. Je ne sais pas si c'est faisable. Donc, de la même manière, au niveau des enfants qui sont dans la même cour, il faut qu'on contrôle les sorties. Et les adultes qui vont souvent dehors, il est important que ces adultes pratiquent bien l'hygiène qui est enseignée. Ils respectent les mesures. Les mesures qui sont aujourd'hui connues de presque tout le monde pour qu'ils ne puissent pas transporter le virus amené dans la cour. Donc, une fois que ces règles sont respectées, on laisse les enfants jouer pourvu qu'il y ait un peu d'espace. Mais que ce ne soit pas des activités qu'ils vont mener avec les enfants des autres cours. Vous voyez? Parce que quand ils mènent les activités ludiques, ou bien ils sont en train de mener les jeux avec les enfants qui sont dans les autres cours, il y a aussi risque. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas quelles sont les mesures de protection qui se passent dans l'autre cours. Donc il vaut mieux laisser ces enfants jouer. Mais il y a des cours où on n'a que le seul enfant. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Voilà. Il vaut mieux être proche de cet enfant. Il faut aussi apprendre à jouer avec ses enfants. Les parents doivent jouer avec les enfants. Absolument. C'est vrai que parfois c'est ennuyant. Les enfants ne voudraient pas jouer avec le papa avec ou la le maman. parent. Ils préfèrent jouer avec quelqu'un de son âge. Donc dans ce schéma, il faut faire avec. Il faut amener l'enfant. Il faut vraiment devenir enfant. Et c'est là même que c'est encore très intéressant. Parce que quand vous ramenez au niveau de l'enfant, vous jouez avec cet enfant, vous allez installer maintenant un climat de confiance. Et vous profitez pour lui donner votre directive éducationnelle. Et c'est cette directive éducationnelle qui vous permettra, une fois qu'il va amorcer la phase de la puberté et de l'adolescence, de pouvoir partager ses difficultés avec vous. Par exemple, vous savez très bien que la période des menstrues ne sont pas, surtout les premières règles, sont des périodes très mal vécues par un grand nombre d'enfants. Je vais parler des jeunes filles. Et il y en a même qui se rappellent de cette date jusqu'à leur âge très avancé, parce qu'ils ont très mal vécu cela. Alors, si la mère trouve l'occasion de bien jouer avec sa fille, ou bien le père trouve l'occasion de bien jouer avec sa fille, quand ces périodes-là vont arriver, ils vont venir spontanément vers vous. Et d'ailleurs, cette période serait préparée. Vous voyez? Donc, c'est les occasions, en réalité, qu'on doit mettre à notre compte pour pouvoir connaître les enfants, pour pouvoir leur donner les modèles, les valeurs que nous voulons protéger, que nous voulons pérenniser au-delà de notre vie. Alors, est-ce qu'il faut changer le mode de vie des enfants en cette période de crise? Ou bien on doit respecter toujours le mode de vie de l'enfant? Et qu'est-ce que vous voudriez dire par exemple, l'enfant avait peut-être des habitudes. Vous aviez des habitudes avec votre enfant avant la crise. Est-ce qu'il faut changer ses habitudes avec l'enfant? Bien, si nous prenons toutes les précautions en tant que parents, je crois que une fois que nous sommes dans la cour, on peut vivre avec notre enfant. Toutefois, au niveau de la communication, il faudrait qu'on inculque les notions, les informations, bien sûr, les informations utiles. Parce que sur cette histoire de Covid, vous connaissez mieux que moi, en tant que journaliste, qu'il y a toute une sorte d'informations les informations vont dans tous les sens, qui se contredisent. Et on ne sait plus quelle est la vraie information. Aujourd'hui, le monde entier, ou bien la majeure partie de la planète Terre,
ou des hommes, grand H bien sûr, se retrouvent dans un brouillard d'informations. Vous voyez par exemple, lorsque on parle de la vaccination, vous vous rappelez de la polémique que cela crée. Et quand on parle aujourd'hui que, par exemple au Madagascar, que le laboratoire de Louis Pasteur a fait des examens, les tests, et il a trouvé 67 cas positifs. Et quand on a fait la contre-expertise, on trouve que 62 étaient négatifs. Vous voyez, quand on écoute ces informations, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, en tant que parents, à l'endroit de nos enfants, il faudrait qu'on sache quelle information lui communiquer à son âge pour qu'il puisse s'en adapter afin qu'il ne se retrouve pas dans des situations beaucoup plus difficiles que nous. Parce qu'eux, ils avalent seulement. Ils avalent seulement les informations et leur mémoire est beaucoup plus fraîche. Ils captent facilement. Donc, c'est important qu'on sache quelles sont les informations qu'on doit distiller dans leur mémoire pour qu'ils puissent vivre de façon beaucoup plus aisée que de créer une panique à leur niveau. Les enfants sont-ils affectés par cette psychose que vivent leurs parents au quotidien? Vous venez de parler des informations qui passent de gauche à droite. Est-ce que les enfants sont affectés aujourd'hui par cette psychose-là liée au coronavirus? Attends, bien évidemment. Si le parent est suffisamment affecté, vous voyez, vous aurez pu constater que quand vous arrivez dans certaines familles, lorsque, surtout la mère, quand la mère est malade, on dirait qu'on est dans une maison mortière. Mais quand c'est le père, il est dans son coin, il souffre silencieusement. Donc, de faire en sorte que la maman, qui est la source de bien-être dans la maison, qu'elle ne soit pas assez affectée comparée à l'homme. Si l'homme est beaucoup affecté, le problème est moins grave. Mais si la maman est beaucoup affectée, c'est difficile pour les enfants. Tout le monde sera impacté. Encore moins un autre enfant. Vous voyez, lorsque la maman est affectée et qu'un autre enfant prend le coup, les autres aussi, ça suit. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est fondamental que les parents fassent un travail sérieux sur eux pour qu'ils ne soient pas beaucoup perturbés. Pour que quand ils arrivent à la maison, qu'ils puissent vivre en harmonie avec les enfants. Parce que, rappelez-vous, où je vous fais savoir que le plus grand mal, c'est la peur. C'est la peur. Parce que lorsque nous sommes envahis par la peur, notre système nerveux ou bien notre système immunitaire prend le coup. Et quand le système immunitaire subit le coup, la défense est affaiblie. Le centre de commandement de l'être humain, c'est sa mémoire, c'est son cerveau, c'est notre QG. Si le centre de commandement est affecté, est déstabilisé, est démantelé, c'est que tout le reste, tous les dégâts vont être observés. Donc c'est important que chaque parent travaille sur lui de façon assez suffisante pour que son mental soit assez solide et qu'il puisse faire rayonner autour de lui la joie de vivre, la joie d'optimisme, la joie d'être optimiste, et que les enfants ne se sentent pas traumatisés par ce virus. Et parce qu'une fois traumatisés, en cas d'une situation, ça passe vite. Est-ce que mentalement les enfants peuvent tenir? Les enfants... Au vu de vos explications. Oui, les enfants peuvent tenir pour peu que les parents leur contaminent cette résistance. Les enfants, d'ailleurs, eux, ils sont là dans leur monde, totalement heureux. Quand on n'amène pas un problème, ils sont là. Ils ne savent même pas que vous souffrez. Mais quand vous leur amenez, vous leur apportez un problème à la maison, vous êtes en train de leur dire que ceci c'est dangereux, tu vas mourir, tu vas avoir ceci. Et du coup, lui aussi il a peur de la mort.
Vous voyez. Et quand nous étions encore beaucoup plus jeunes, et au collège, il y avait un prêtre qui nous faisait passer certains films, et notamment sur les avortements. Et donc, on a montré un film où, même depuis le ventre de la mère à l'état fœtus, l'individu qui est en construction se défend. Quand le médecin qui envoie pour déchirer la poche dans laquelle il se trouve, il cherche à se défendre, il cherche à s'éloigner, il cherche à éviter les ciseaux qui rentrent. Donc, tout individu a peur de la mort, a peur de l'inconnu. Donc, il ne faudrait pas qu'on soumette cette charge-là aux enfants. Il vaut mieux faire en sorte que les enfants vivent dans une ambiance. Une ambiance, même quand ils entendent parler de coronavirus, ils doivent savoir que coronavirus, c'est un mal qui existe et qu'on peut vivre au-delà de ce mal. Et nous devons vivre au-delà de ce mal. Et si un enfant on constate qu'un enfant est inquiet ou bien qui a peur, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet enfant? Oui, c'est ça. Il faut, par exemple... Des exemples pour aider les parents qui nous écoutent aujourd'hui? Justement, je crois que je suis même beaucoup plus illustratif dans mes interventions. Lorsque je suis avec mon enfant et que je le connais très bien et qu'il souffre, je dois savoir qu'il souffre. Certains parents n'observent pas leurs enfants. Oui, ils doivent maintenant apprendre à observer leurs enfants. C'est le moment. Parce que si tu ne connais pas ton enfant, tu ne peux pas lui servir ce dont il a besoin. C'est important qu'on connaisse nos enfants et qu'on donne l'occasion à nos enfants de nous connaître. Et un peu plus haut, je disais que c'est le moment où on doit chercher à faire savoir aux enfants les valeurs que nous voulons pérenniser au-delà de notre vie. C'est-à-dire après notre vie, quand nous serons dans l'au-delà, les valeurs que nous voudrions que nos enfants continuent à perpétuer. Et par ces valeurs, on saura que le monsieur là ou la dame là, elle a vécu. Donc, il faut chercher à connaître d'abord son enfant. Et comment chercher à connaître son enfant? Si vous n'aviez pas l'habitude de communiquer avec votre enfant, c'est le moment. Vous passez un petit temps avec eux, vous cherchez à savoir ce dont il a besoin, vous lui... disons, quand il est en difficulté, vous essayez de l'écouter. Ce qui est le plus fondamental pour les parents, c'est de chercher à écouter l'enfant. Et l'enfant aime être écouté. Ce n'est pas le moment où, quand l'enfant veut est en train de faire ses essais, on lui dit non, ça c'est pas bon, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Celui qui ne veut pas commettre l'erreur n'est pas encore prêt à apprendre. Donc tout parent doit savoir que l'enfant doit commettre des bêtises, des erreurs pour pouvoir apprendre. Donc, vous êtes avec les enfants, évitez de les critiquer à tout bout des champs. Donnez-leur la chance de faire des erreurs. Et par la suite, vous pouvez chercher à écouter ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait. Les corriger. Oui. Vous pouvez même les corriger sans même leur dire qu'il faut faire ça. Vous l'amenez, surtout les enfants qui mènent déjà un bon raisonnement. Et il y a des enfants précoces. Ouais. Vous allez être surpris. Un enfant de 3 ans qui vous développe quelque chose qui vous surprend. En fait. Oui, il vous surprend. Je pose la question à un enfant. J'étais à l'intérieur pendant la période de Corona. Là. Je dis à l'enfant, mais tu ne vas pas à l'école? Il dit, mais tonton, tu ne sais pas qu'il y a Corona? Je dis, c'est qui Corona? Il attrape les enfants, il frappe même les parents. Il dit, si je le tue, est-ce que tu peux aller à l'école? Il se lève spontanément, il dit, tonton, merci beaucoup. Je suis fatigué de rester avec maman à la maison. Je veux aller, il commence par citer les noms de ses camarades. Il veut retrouver ses amis. Il veut retrouver ses amis. Alors que c'est un enfant de 4 ans. Il n'a même pas encore commencé le CP1. Vous voyez? Donc, il faut donner l'occasion aux enfants de jouer. Il y a des enfants, quand vous sentez qu'ils souffrent, il faut chercher à les écouter. Vous allez voir pourquoi ils souffrent. Qu'est-ce qui manque? Peut-être c'est une musique. Il y a aussi le dessin animé que vous pouvez lui permettre de suivre. Mais de grâce pour la télé, il faut trouver les choses qui sont très éducatrices pour les enfants. Parce que les souffreurs, vous êtes une dame, votre grand virus,
pour lequel vous devez vous défaire le plus tôt possible, c'est les feuilletons. Il faut faire en sorte... Vous parlez des femmes. Je parle des femmes. Parce que c'est les femmes. Souvent, ils ont des problèmes avec les conjoints parce que c'est l'heure du feuilleton. On ne peut plus suivre quelque chose. Donc, faites en sorte de vous guérir de ce virus de feuilleton. Parce que les feuilletons n'ont jamais été... n'ont jamais construit un individu. Et donc, ne pas laisser les enfants suivre ce genre de production sur la télévision. Justement, je suis même en train de dire aux parents d'éviter ça pour que les enfants ne leur copient. Parce que ce sont les enfants. Et ils nous copient. Sachez simplement que nous sommes les modèles pour nos enfants. Et que eux, ils copient ce que nous faisons en notre absence. Vous voyez, vous aurez pu constater que si vous avez une fille, votre maquillage, quand vous partez, vous venez, parfois il y a un désordre dans la chambre. Si parce qu'elle essaie également de se maquiller. Elle essaye. Elle va devant le miroir, elle essaye avec ses maladresses et c'est bon. Rappelez-vous, vous aussi, vous avez fait ça pour votre mère. Mm-hmm. Donc, il faut que nous cherchions simplement à être à l'écoute de nos enfants et à leur donner satisfaction au bon moment. La psychose au coronavirus, quel impact sur le processus de socialisation de l'enfant? On en parle dans cette émission Instant Covid-19 avec Toye Jérémy Banla, psychologue de l'éducation et de la formation, également directeur du cabinet de psychologie SPID. Alors, monsieur Banla, aujourd'hui, les enfants sont à la maison, vous l'avez dit majoritairement. Les écoles sont fermées dans certains pays. Si on prend par exemple le Togo, comment faire en sorte que les enfants ne perdent pas leur repère sur le plan éducatif? Très bien. J'avais dit déjà qu'il faut les aider à développer leur capacité à la lecture. En dehors de ça, je voudrais dire à tout parent qui nous écoute en ce moment, ou bien les enfants même qui nous écoutent, que c'est important qu'ils aient un calendrier de travail. Il faut avoir, on ne vit pas comme ça, au jour le jour. Il faut avoir un planning d'activité. Dans ce planning d'activité, nous avons des activités académiques ou des activités scolaires, nous avons des activités domestiques, nous avons aussi nos heures de loisirs. Il ne faut pas croire que les loisirs sont quelque chose de négatif. Non. Les loisirs sont importants pour notre mémoire, pour notre développement personnel, et pour notre épanouissement, pour le développement même de notre intelligence. Donc, je suggère que la journée soit découpée en 3 parties. Une première partie consacrée aux activités académiques ou scolaires, une autre partie consacrée à la récupération ou au repos, et une autre partie consacrée aux loisirs. Maintenant, la partie qui est consacrée aux activités, j'ai dit il faut les activités scolaires, il faut aussi d'autres activités, parce que nous n'apprenons pas que par le seul canal qui est l'école. Il y a l'éducation sous différentes formes. Le fait même de faire le travail est une école. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc, diversifier les activités, dégager les temps pour chaque activité, dégager le temps de repos, dégager le temps de loisir. Et que le temps de loisir ne soit pas confondu au temps de repos. Parce que, vous voyez par exemple les enfants qui ne dorment pas, les tout jeunes là, qui ne dorment pas, vous leur multipliez la chance d'être des enfants nés. Parce que l'hormone de croissance, une fois qu'elle n'est pas sécrétée, l'enfant ne peut pas connaître un bon développement. Donc c'est important que les enfants dorment suffisamment, surtout ceux qui sont encore au CP. Et ils doivent dormir suffisamment pour sécréter les hormones de croissance. Maintenant, pour nous, les adultes, ou bien les enfants qui sont un peu plus adultes, qui sont encore un peu plus âgés, oui, il faut aussi un bon temps de sommeil. Et je conseille aux enfants, aux élèves qui sont un peu plus grands, comme nous d'ailleurs, que nous faisons en sorte de dormir entre 7h et 8h.
7 heures, 8 heures de temps. Oui, de sur les sommeil, 24 heures. De sommeil. Sur les 24 heures qui font la journée. Et je profite pour donner quelques fonctions du sommeil, si vous permettez. Hein. Allez-y. Et je donne deux fonctions essentielles. Il y a plusieurs, mais je donne 2 fonctions essentielles. La fonction de récupération. Vous voyez, pendant la journée, vous rentrez le soir totalement épuisé. Les enfants vous parlent, vous êtes parfois même agressif. Nerveux. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, vous vous réveillez, on dirait que vous avez les ressorts dans la plante de vos pieds. Ça veut dire que pendant que vous étiez en train de dormir, Dieu a bien programmé notre organisme qu'au moment de dormir, l'organisme fasse en sorte que l'énergie que vous avez dépensée au cours de la journée, que cette énergie soit, disons, renouvelée. Donc, quand l'énergie est renouvelée, vous recommencez la journée avec beaucoup plus de joie, avec plus de détermination. Par contre, si l'énergie n'a pas été renouvelée de façon suffisante, vous commencez la journée avec beaucoup de frustration déjà. Vous êtes, on dirait, vous êtes sur un pied de guerre. Et votre journée est foutue. Hein. Vous allez agresser tout le monde. Vous devenez nerveux. On se demande, vous venez de vous réveiller, mais vous êtes nerveux. Pourquoi vous avez cette mine, par exemple? Vous n'avez pas bien dormi. Et l'autre fonction fondamentale, c'est la fonction d'engrammation. L'engrammation, c'est ce que on appelle l'enregistrement. C'est pendant le sommeil que tout ce que nous avons appris au cours de la journée est enregistré. Il y a le phénomène de l'engrammation qui s'opère. Et ce qui est encore très intéressant, à côté de l'engrammation, et dans le processus de l'engrammation, il y a la catégorisation des informations qui sont enregistrées. Par exemple, vous avez appris 4, 5, 10 leçons dans la journée. Comment se fait-il que quand vous êtes soumise à une épreuve d'anglais, toutes les informations que vous sollicitez sont des informations qui sont dans la catégorie des données en anglais. Vous voyez, ça veut dire que la mémoire fait aussi cette fonction d'enregistrer et catégorisation. Ouais, donc c'est important que nous puissions bien dormir. Et au-delà de tout, le sommeil nous aide à avoir une meilleure santé. Et donc les enfants doivent dormir suffisamment. Ils doivent dormir suffisamment. Et puis la sieste, est-ce qu'elle est importante pour les enfants? La sieste... Et quelle tranche d'âge est souhaitable pour cette sieste? En fait, pour la sieste, moi je n'aime pas recommander. C'est l'organisme qui sollicite. Ouais, si vous prenez un enfant de moins de 5 ans, vous lui imposez le temps de dormir. À 13 heures, par exemple. À 13 heures. Lui, il souffre. Il s'ennuie. Et si tu es à côté de lui, tantôt, il cherche quelque chose. Ou bien il fait l'effort de fermer les yeux. Quand vous sortez, il se lève. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que les enfants de cet âge-là, ils ont un taux d'énergie supérieur à la normale. Donc, comme l'énergie est au-delà, vous voyez les gens qui prennent des stupéfiants, ils sont excités dans tous les sens. Donc, c'est parce que l'énergie est libérée en quantité, et alors que même les réserves sont aussi libérées. Chez l'enfant, c'est une phase normale. Ils ont un niveau d'énergie au-delà de la normale. Donc, cette énergie ne leur permet pas de rester tellement tranquille comme vous le souhaitez. Donc, il faut, moi je dis, si l'enfant a besoin de dormir, laissez-le dormir, faire la sieste. S'il n'en a pas besoin, cherchez à l'occuper. Ne le forcez pas. Ne le forcez pas. C'est le conseil que vous donnez aujourd'hui. C'est ce que je donne comme conseil. Il ne faut pas forcer. Alors, les pays décident d'ouvrir les écoles pour permettre aux enfants de retrouver le chemin des classes. Aujourd'hui, on parle de la France et autres. Même les États africains essaient de réfléchir sur la réouverture des écoles. Est-ce une bonne chose pour la psychologie de l'enfant? Si vous parlez de la psychologie de l'enfant... Parce que la solution... quand le coronavirus n'est pas encore trouvé, mais on pense déjà à ouvrir les écoles. Est-ce que c'est une bonne chose pour la psychologie de l'enfant? Si vous parlez de la psychologie de l'enfant, je vous dirais oui, c'est une bonne chose. Parce que j'avais dit en début de cette émission que l'être humain n'aime pas la vie sédentaire. Il veut s'épanouir, il veut retrouver. C'est un homme relationnel. Retrouver ses habitudes. Trouver ses habitudes. Donc, si c'est seulement pour la psychologie, je dirais oui. Mais maintenant... Et pour l'état de santé de l'enfant? Pour l'état de santé de l'enfant, il y a risque de contamination. Vous voyez, par exemple, dans le cas de notre pays, la courbe est toujours ascendante. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention.
C'est ce que je peux donner comme réponse. Non, d'accord. Alors, aujourd'hui, quelle thérapie pour un enfant durant cette période de crise? Peut-être un enfant, on lui dit que son ami a été atteint de la COVID-19. Quelle thérapie pour cet enfant, par exemple? Ou bien un proche ou un parent atteint du coronavirus et autres? D'accord. J'ai le sentiment que c'est une question médicale, mais je vais répondre sous l'angle psychologique. Non, psychologique. La thérapie, je parle de l'angle psychologique. D'accord. Et pour des enfants, comme nous l'avions dit tout au long de cette émission, il faudrait essayer de leur faire comprendre la situation. L'enfant a besoin de comprendre. Et quand vous lui expliquez, vous trouvez les occasions de le rassurer. Quand l'enfant est rassuré, vous le motivez à adopter d'autres comportements que de rester toujours dans la tristesse. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Mais, il faut aussi reconnaître que celui ou celle qui est la pièce maîtresse dans cet état, c'est le parent. Mais reconnaissons tout de même que parfois, les parents sont désarmés. Ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de méthodes, ils n'ont pas d'approche. C'est pourquoi il faudrait aussi penser, lorsqu'on est dépassé, faire appel à certains spécialistes qui ont la formation pour se faire aider. On n'est pas là, on ne peut pas tout faire. C'est pas parce qu'on est parent qu'on connaît tout. On n'est pas le dépositaire du savoir. Donc, en tant que parent, il faut aussi, en dehors du peu qu'on peut faire, penser que quand on a atteint certaines limites, il faut faire appel aux compétences extérieures formées pour nous assister. Alors, les messages diffusés aujourd'hui contre le coronavirus sont-ils compatibles à la psychologie d'un enfant? Malheureusement, je vous dirais que la compatibilité n'est pas vraiment ça pour la majeure partie des informations qui passent, parce que ce sont des informations alarmistes. Ce sont des informations qui font peur. Et tel que ça se passe, donc moi je crois que il faudrait rassurer. Vous voyez, je vous donne un exemple. Il ne faut pas faire ce visage. Je vous donne cet exemple plus pratique parce que on nous compte les nombres de morts souvent. Le plus souvent, on nous dit il y a tel nombre de morts dans tel pays. Au Togo, par exemple, aujourd'hui, et nous sommes à 12 de décès par coronavirus au Togo. Et plus de 300 cas confirmés. Plus de 300 cas confirmés. Donc, ces informations font beaucoup plus peur à l'être humain que nous sommes et par ricochet à l'enfant. Alors, moi, je crois que il faudrait que, en dehors des informations qui doivent être vraiment traitées et présenter le schéma qui rassure, il faut que on fasse en sorte que les informations qui passent soient des informations qui rassurent et non des informations qui tétanisent les gens. Et à côté de ces informations, il faudrait trouver un discours approprié aux enfants. Parce que sinon, nous utilisons le même discours qu'on utilise pour les adultes, on l'utilise pour les enfants, on ne les aide pas. C'est comme vous êtes en train de servir, au lieu de donner à un nourrisson le lait maternel, vous allez chercher les boules de pâte avec la sauce d'adémé pour lui donner. Ouais, et vous ne lui rendez pas service. Donc, quel discours nous devons avoir à l'endroit des enfants? Le comité de riposte doit travailler sur les informations pour que certaines informations soient adaptées. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Adapter la sensibilisation aussi à cette couche-là, aux enfants. Aux enfants, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, le comité de riposte doit faire en sorte que les discours soient traités et que certains messages soient diffusés pour que les enfants qui écoutent se retrouvent avec beaucoup plus d'optimisme pour la vie qui les attend. Est-ce que la pandémie liée au coronavirus peut-elle impacter ou bien peut impacter l'avenir de l'enfant? Et en quel sens? Bien sûr. Vous voyez, ça peut impacter l'avenir de l'enfant. Lorsque l'enfant a une source de vie qui
et d'emblée, ce sont les parents. Lorsque le parent est fauché sur le plan économique, et ça va être difficile de pouvoir subvenir aux besoins des enfants, de la famille. Et vous savez que dans cette histoire de coronavirus, il y a des parents qui sont beaucoup en conflit avec leurs bailleurs parce qu'ils ne trouvent pas les moyens pour payer le loyer. Ils ne trouvent pas les moyens pour payer les factures d'électricité et de l'eau. C'est vrai, on a parlé des tranches sociales, mais ça ne couvre pas. Au Togo, il y a des tranches sociales, nous sommes tous d'accord. Mais il y a la majeure partie au-delà de la tranche sociale. Donc, vous comprenez que quand la poche du parent est touchée, la répercussion, c'est en même temps la cellule familiale. Donc, ça peut impacter sérieusement l'avenir de l'enfant. Alors aujourd'hui, pour les parents qui vous suivent, quel est le mot d'ordre? Ok. Je veux dire aux parents qui nous suivent que le coronavirus est venu nous retrouver. Il va partir, nous serons encore là. Par conséquent, il faudrait trouver des approches qui puissent nous permettre de vivre de façon beaucoup plus aisée, en évitant surtout de créer la peur, la panique. Parce que quand on dit, lorsque le général tombe, c'est que sa troupe peut aller dans tous les sens. Donc le parent constitue le général de la famille. Par conséquent, quels que soient les assauts, quels que soient les chocs, quels que soient les coups qu'il reçoit, il faut qu'il tienne. Au-delà de tout, nous allons vivre après le corona. Merci Toyi Jérémy Banla d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous pour l'honneur que vous m'avez fait. Je rappelle que vous êtes psychologue de l'éducation et de la formation, directeur du cabinet de psychologie SPID. Entre parenthèses, avant de conclure, le cabinet de psychologie SPID, qu'est-ce que vous faites en quelques lignes? D'accord, nous faisons la prise en charge des personnes en difficulté psychologique, qui ont des souffrances psychologiques. Nous intervenons aussi dans l'accompagnement des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Nous faisons de l'orientation scolaire et professionnelle sur ces 3 axes. Alors, on va en parler peut-être dans une autre émission de ce cabinet. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Instant Covid-19 de ce jour. Je suis Edwige Apedo, mise en ligne Rémi Oupati. À très bientôt sur Web Radio Djena.